Bonsoir à tous, Thierry Stempfel, président du V3F. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire consacré au thème Ton club en 2030. Nous sommes tous en période de confinement et l'époque est peut-être bien adaptée à la réflexion donc sur notre avenir, et c'est le cas de tous les présidents de clubs, de tous les responsables de structures, que de s'interroger sur le devenir, donc demain, mais aussi sur le plus long terme de nos associations. Et il nous a semblé pertinent d'organiser cette soirée qui sera suivie d'une deuxième soirée la semaine prochaine, avec deux personnes qui maîtrisent ce sujet-là. Je les présenterai juste un peu plus tard. Mais cette réflexion, c'est une réflexion prospective et qui, bien sûr, n'engage que les personnes qui vont intervenir ce soir, mais elles ont connaissance du milieu, sont bien introduites dans les instances et pourront nous donner des pistes de réflexion. Ce webinaire est organisé par le V3F. Nous profitons de ce confinement et dans le cadre de la création de notre application La Famille du Badminton pour apporter du contenu. Et nous avions, les semaines précédentes, déjà organisé un premier webinaire sur la création d'applications sans programmation, donc au travers de la technologie Glide. Vous avez ces informations, toutes les informations et le streaming disponible dans l'application Famille du Badminton. Donc, si ça vous intéresse et si vous avez manqué ce moment, n'hésitez pas à revenir dans l'application. Et pour ce qui est de cette soirée, sachez aussi que cette soirée sera enregistrée et que vous pourrez disposer du streaming de la vidéo dans quelques jours, là encore, dans l'application. Mais ce soir, effectivement, revenons au sujet et j'aimerais vous présenter en quelques mots nos deux intervenants, que je remercie déjà pour avoir accepté notre invitation. Il s'agit tout d'abord de Paul-André Tramier. Paul-André Tramier, ce n'est pas un inconnu voilà, dans le milieu du badminton, puisque c'est l'ancien président de la Fédération française de badminton. Donc aujourd'hui, il est toujours président d'honneur de la Fédération française. Il est encore membre de la commission prospective de la Fédération et il a donc d'autres fonctions au niveau du CNOSF, donc lieu dans lequel il exerce ses responsabilités d'administrateur, et il fait partie de plusieurs commissions, dont la commission équipement ou la commission médicale, enfin dopage, pardon. Deuxième intervenant, Pierre-Emmanuel Panier, qui lui aussi était membre du conseil d'administration de la Fédération française il y a quelque temps, qui aujourd'hui est toujours donc un collaborateur du ministère des Sports, et il est aussi membre de la commission prospective de la Fédération française de badminton. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir travaillé sur le sujet qui est forcément difficile, prospectif et donc forcément qui aborde des réalités qui aujourd'hui sont ce qu'elles sont, mais où nous devons nous projeter dans le futur, et c'est toute la difficulté de l'exercice. Voilà, merci à eux et je leur laisse tout de suite la parole. Merci Thierry et bonsoir à tous. Dans les différentes fonctions qui sont les miennes actuellement, et notamment au comité olympique, j'ai la chance de pouvoir entrer, entre guillemets, dans un certain nombre de fédérations. Et il y a une réalité qui s'impose, c'est que le développement en général est une préoccupation capitale et la plus importante pour l'ensemble des fédérations, qu'elles soient au plus haut sommet comme le football ou dans des fédérations beaucoup plus modestes.
le développement constitue une préoccupation première parce que, par définition, on juge une fédération par ses résultats, mais également par son poids politique au sens noble du terme. Plus on est gros, plus on est représentatif. Et si vous regardez un petit peu le judo et la chute de ses effectifs, c'est pas sans conséquence. Ceci étant dit, juste un petit chiffre, l'activité fédérale représente, dans une étude qui est restée un peu confidentielle et que j'avais menée auprès de 52 fédérations qui avaient répondu dans les plus grandes, on s'aperçoit, à part le tennis où les résultats sont un peu pollués par Roland-Garros, l'importance du développement fédéral ou des ressources dites fédérales, des licences comme l'activité, des stages, etc., représentaient en moyenne une médiane qui tournait autour de 52-54% de cette activité, et quelle que soit la discipline. Alors ça pouvait monter à 60 et des poussières, ça pouvait descendre à 45, et même pour le football, on était dans cette fourchette. Tout ça pour dire que le développement est un élément particulièrement important de la réflexion qui est menée. Et quand vous entendez actuellement les discours sur les plans de relance, etc., c'est surtout la perte de ces ressources particulières et de la crédibilité des fédérations au niveau national, et puis certainement de manière encore plus sensible au niveau régional ou infra-régional. Et dans cette démarche, dans cette réflexion sur le développement, bien entendu, il y a, in fine, on retrouve le club. Qu'est-ce que doit être un club? Comment on peut choisir entre guillemets un club, et comment un club peut s'inscrire dans une démarche de développement, avec une nuance depuis un certain temps, puisque le mouvement sportif est conscient que un club tel qu'il existait il y a 30 ans, ma foi, c'est déjà plus le cas. Et ce qui va se passer en 2030, c'est certainement autre chose également. Avec une approche un peu nouvelle qui touche si on va un peu loin dans la démarche à la RSO, je reviendrai là-dessus, sur la responsabilité sociétale des organisations, ça touche également à une problématique qui me paraît très intéressante au sein du ministère et qui repose sur ces notions de besoins et d'offres, à savoir que les disparités territoriales sont une véritable difficulté pour le mouvement sportif, parce que on ne peut pas pratiquer certains sports quand on habite le fin fond de la Creuse. Par contre, dans d'autres lieux de vie, par contre, on peut pratiquer toutes les disciplines. Donc, il y a à la fois cette obligation de privilégier les clubs dans le développement, et également cette obligation de couvrir le territoire, parce que par définition, on assume un service public, et un service public doit être disponible à tout le monde. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte dans lequel on a essayé de réfléchir par le passé dans le cadre de la commission prospective notamment sur ce que pouvait être un club à 10 ans. Quel sera le club de badminton en 2030? Ce qu'on sait, et de manière sûre, et je me répète, c'est que ce sera plus comme avant. Alors, bien entendu, certains clubs pourront poursuivre une tendance, comment dirais-je, se limitant à l'apéro après l'entraînement. Et je pense que dans ce contexte-là, et vu des préoccupations des collectivités territoriales, et notamment le meilleur usage, non pas de la subvention, mais le meilleur usage des installations fournies, il est probable peut-être que ce type de structure va demeurer dans certains endroits, mais risque fort de disparaître. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on arrive aussi à un moment charnière. Alors ça, on le répète souvent, mais c'est pas un terme galvaudé, parce que nous sommes dans un double phénomène. Le premier, qui inquiète beaucoup de monde, c'est les Jeux Olympiques. On a estimé on a pensé que les Jeux Olympiques allaient être une source de développement importante, ce qui pourrait l'être, notamment à travers l'héritage, même si j'ai un petit peu de doute. Par contre,
ce qui apparaît clairement dans la foulée des Jeux Olympiques, c'est qu'on va nous dire en 2015, ben vous aviez un outil exceptionnel dans les mains, vous aviez une couverture en tous sens importante pendant une période assez importante, et puis maintenant, à vous de faire vos preuves et de pouvoir vous débrouiller un peu tout seul. Donc ça, c'est une véritable préoccupation du mouvement sportif, à savoir, à partir de 2025, peut-être il va falloir qu'on se débrouille encore un peu plus tout seul. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'on arrive, alors ça a été peut-être le cas par le passé, mais certainement pas de manière avec autant d'acuité que maintenant, c'est qu'on est quand même à la convergence d'un certain nombre de tendances. Les tendances, on va revenir là-dessus, on parle de plus en plus d'individualisme. Si vous prenez des chiffres, les derniers, je crois que c'est 17% de la population française qui estime qu'elle n'a rien à foutre des autres. Et visiblement, c'est une tendance qui serait dans une spirale ascendante. Et puis, vous avez de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, les pratiques autonomes, puisque c'est le nouveau terme maintenant, ce qu'on appelait autrefois les pratiques libres. Mais là, il apparaît aussi clairement que quand vous prenez les derniers sondages, soit 89%, je crois, des personnes qui souhaitent pratiquer le sport, et notamment dans des structures associatives. Donc là, vous voyez, on est quand même sur deux éléments qui sont souvent rapportés, du moins le premier. Les gens ne veulent plus se mettre dans un club, et puis d'autres estiment qu'ils sont en recherche de convivialité, et que la convivialité se retrouve comme dans le monde associatif. Donc, ce sont des éléments intéressants dans la perspective de ce que pourrait être un club en 2031. Ceci dit, dans la démarche que nous avons souhaité développer un peu par après, c'est pas évident. On a un peu envisagé une réflexion sur deux aspects. Le premier porterait sur les fondamentaux d'un club, à savoir son objet, ses valeurs, son développement, ses pratiques, etc. Et peut-être faire un petit examen de tout ça, un petit diagnostic, à savoir où se trouve le badminton et ses clubs dans cette perspective de fondamentaux, et voir s'il y a une évolution en la matière, et il y en a, et si on est en adéquation pour l'ensemble de nos clubs. Même si, bien entendu, il est hors de question qu'un club qui se situe au fin fond d'une zone rurale puisse avoir les mêmes préoccupations qu'un club urbain ou métropolitain. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième partie, qui sera peut-être ce soir, mais peut-être sûrement la prochaine fois, c'est de voir quels peuvent être les vecteurs qui peuvent permettre à un club d'évoluer. Alors là, on a recensé un certain nombre de points avec certaines actions à mener, mais certainement pas de manière exhaustive. On pense là à l'évolution du modèle économique des clubs. Je crois que même si on est un petit club, on n'y échappera pas. On est aussi dans ce duo marketing. Qu'est-ce qu'on peut bien vendre, encore que au vrai sens du marketing, c'est-à-dire connaître nos clients ou nos licenciés et bien entendu y répondre. C'est aussi ces notions de lobbying. Alors le terme est un peu osé ou galvaudé, mais je pense que le mouvement sportif en général souffre d'un manque de représentativité et de crédibilité, et que finalement le fait d'être un peu misérabiliste contraint, à la différence de la culture par exemple, d'être moins exigeant auprès des collectivités territoriales. Et donc je rappellerai ici même que comme ils assument un service public et que le sport est un service public, par définition, ils doivent fournir les moyens pour permettre à n'importe quel habitant de leur commune
de pouvoir pratiquer le sport dans des conditions les plus favorables. A priori, quand on est de la culture, ça se passe un peu plus facile. Pour nous, le mouvement sportif, c'est parfois un peu compliqué dans certains cas. Il y a bien entendu le numérique. Alors ça, c'est aussi des actions, du moins un chapeau qui regroupe un certain nombre d'actions. Et là, on met un peu tout et son contraire. Et peut-être que pour ce que pourrait être un club en 2030, ben, l'aspect numérique serait intéressant à positionner, et notamment ce qu'on entend par cette démarche, et surtout comment on peut accompagner nos clubs dans cette démarche. Il y a aussi cette question fondamentale, puisque je suis président de la commission des équipements, et quand j'étais président, je l'avoue, les équipements n'étaient pas ma préoccupation parce que je n'avais pas du tout perçu l'importance, mais les équipements me paraissent maintenant être la priorité des priorités. C'est notre outil de travail en quelque sorte, et si nous ne disposons pas d'équipements à la hauteur de nos attentes, alors je ne parle pas que des créneaux et du nombre d'heures, mais je crois que l'équipement lui-même doit devenir un lieu de vie. Ça doit être un élément important. Il y a l'aspect sportif, puis il y a tout ce qui tourne autour de l'équipement, et je crois que cette démarche-là, on doit la voir en permanence, même si les conditions, à ce jour, je comprends parfaitement, que soient un peu disparates, mais je pense que ça devrait être une préoccupation des clubs de badminton, et notamment pour s'ouvrir à l'environnement. Il y a la formation, mais alors pas la formation au sens des joueurs et des cadres techniques, parce que je pense que là, on est particulièrement équipé en la matière, mais je pense plutôt à la formation des dirigeants. Ça me semble être une des priorités premières, pour la simple raison, mais on pourra en rediscuter et négocier. Vous pouvez avoir les meilleurs cadres techniques dans votre club, si les dirigeants ne comprennent rien ou s'en foutent ou ce n'est pas leur préoccupation, mais je crains fort que ces cadres techniques vont un peu s'ennuyer et peut-être partir. Par contre, si vous avez d'excellents dirigeants, mais qui sont ouverts à une réalité sportive qui évolue, je pense que là, il y a peut-être un élément qui devrait nous permettre d'aller plus loin, et je pense que le dirigeant de club, aussi petit soit-il dans sa structure, aussi bien dans des grands clubs, je crois que ça devrait être une préoccupation première. Et en 2030, si d'aventure on a des dirigeants à la hauteur, bien sûr, tout le monde ne doit pas être expert comptable, spécialiste de la communication, je ne sais pas quoi, mais si au moins il y a une préoccupation de ces sujets importants pour le développement du club, et si en plus il donne les moyens aux gens du club, de son club, sur l'externe, ou éventuellement de pouvoir aller ce sens, je pense que c'est un outil fort. Alors, quand on regarde en douce, j'allais dire, ce qui se passe dans certaines fédérations les plus dynamiques, c'est une préoccupation constante, la formation du dirigeant au sommet, si je puis dire. Et donc, nous, je ne suis pas sûr qu'on soit dans cette démarche, et il me semble que là, il nous faudra absolument réfléchir, et ça, on pourrait y revenir. Il y a un autre élément aussi, c'est la gouvernance. Je crois que dans le club et dans la réflexion qu'on peut mener sur le club de badminton en 2030, il y a cette notion de gouvernance. On ne préside plus le club comme dans le temps, comme il y a 30 ans. On ne préside plus un club comme son bébé, etc. Et on part à 80 ans, et encore quand on vous a mis dehors. On ne gère plus un club de manière autonome, je veux dire, au sens où c'est l'enfant, je l'ai déjà dit, du président, mais je veux dire sans se préoccuper de tout ce qui se passe autour. C'est des problématiques nouvelles comme la responsabilité sociale des organisations, où un président doit permettre de répondre, en premier lieu, de répondre à l'intérêt général. Je crois que l'intérêt général en sport, quand on est président de club, on est quand même un des représentants de cet intérêt général. On doit s'ouvrir, bien entendu, aux nouvelles tendances de la société.
Et là, on va y venir tout à l'heure, mais il y a quand même à la fois le social, il y a le sociétal, il y a le réglementaire, il y a les mixités, il y a pas mal d'éléments là, et je crois que dans ce domaine-là, la gouvernance, c'est un sujet à creuser, peut-être au début de la réflexion, et il me semble qu'on ne peut plus ignorer, ou tout au moins, il me semble que la fédération ne veut pas donner des grandes lignes en la matière pour s'ouvrir à la RSO. Alors, je sais bien que la RSO, il y a bien entendu il y a le développement durable dans ce concept, est un peu galvaudé. On en parle à tort et à travers. Pour la petite histoire, pas ce vendredi, mais l'autre vendredi, il y a sur Sport en France une émission sur le développement durable où j'ai participé et je ne vais pas être méchant, mais quand on m'a interrogé sur ce sujet, on ne disait même pas la responsabilité sociale, on parlait de l'ERSO pour vous dire quand même que cette notion globale de développement durable, de responsabilité sociétale, c'est pas encore rentré chez tout le monde. Mais je pense que à travers cet outil, si on le mène bien, on peut aller très loin. Il y a aussi, et on reprendra après dans ces outils, la coopération ou la co-construction. Je pense que si on reste enfermé dans notre tour d'ivoire ou dans nos quatre murs d'un gymnase et qu'on ne s'ouvre pas aux politiques locaux, si on ne rentre pas dans une démarche de co-construction avec des collectivités locales, etc., on risque d'être mangé. Et la création des conférences régionales du sport vont être certainement un test très redoutable. Si on arrive, les clubs, mais bien entendu les comités départementaux et les ligues, dans cette démarche qui va être compliquée, on risque d'être noyé par la vague et se trouver sur le rivage rapidement. Et puis après, il y a aussi ces notions de proximité territoriale. Je crois que les différentes crises prouvent que la proximité est un outil d'importance et que un président de club, même aussi grand soit-il, doit quand même se préoccuper de la proximité de son club auprès de la population locale. Donc, tout ça pour vous dire que dans la deuxième partie, on rentrera dans des détails un peu plus précis et en présentant grossièrement, parce que c'est des sujets sans fin, mais voir comment on pourrait retenir et expliciter un certain nombre de vecteurs ou de leviers permettant à nos clubs de progresser dans une démarche au profit du plus grand nombre, et parce que je pense que pour nous, c'était notre principal argument de communication, le nombre de licenciés était un atout fort. Quand on disait qu'on était sur des bases de 10%, etc., ben, on nous regardait fort. Maintenant, on est un peu moins bon dans la démarche et peut-être que le regard des autres est un peu moins acéré. Donc ça, c'est quand même des problématiques qu'il faut avoir. Alors, sur ceci étant posé, mais de manière peut-être un peu trop longue, mais pour vous dire la démarche que vous souhaitez mener sur ces deux interventions, donc à savoir avoir une photographie en quelque sorte sur les fondamentaux des clubs, et puis le deuxième, s'intéresser aux leviers. On a essayé d'appliquer un espèce de prisme à ces différents éléments autour de 4 questions qui relèvent un peu de la prospective, et on a mis au sein de la fédération en place, on a réfléchi sur une méthodologie. Alors bien entendu, en prospective, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'elle est assez robuste pour être utile, peut être utile à tout le monde, et on pourra la diffuser, bien entendu. Et ces 4 questions, que peut-il advenir en 2030 ? Ça me paraît la première des questions. Que pouvons-nous faire ? Est-ce qu'on se replie en disant on ne peut rien faire, ma foi, on attendra la suite. Que voulons-nous faire également ? Parce que je pense que
entre pouvoir et vouloir, c'est deux choses qui méritent d'être travaillées. Et bien entendu, on n'est pas par définition dans une structure large. Ben, comment faire, à la limite, bien entendu, en adaptant ses moyens à ses besoins. Pour poursuivre sur la première phase, et avant d'aborder peut-être ce qui constitue les fondamentaux du club et qui devrait pouvoir nous permettre de définir un diagnostic, il nous semble que un club ne peut pas faire l'économie d'une réflexion autour, on avait retenu grosso modo 6 thèmes. Le premier, c'était un club, bien entendu, est sujet à la réglementation sportive, je veux dire, ou à son environnement sportif. Nous avons une fédération qui vient avec un certain nombre de réglementations, mais nous avons aussi des réglementations qui viennent de la sécurité en général, si je puis dire. Puis vous avez aussi le contexte local, etc. On ne fait pas du tout ce qu'on veut. On est quand même dans un environnement qui, par définition, borné. Si le maire décide que votre gymnase doit fermer à 11h, même si vous lui dites laissez-nous la lumière, puis avec un système de cartes on peut rentrer, ben, s'il ne veut pas, on ne peut rien faire. Donc on est quand même contraint dans un environnement sportif particulier et qui évolue à la marche peut-être, mais de manière précise sur l'ensemble du territoire. Deuxième environnement qui nous paraît fondamental, ben, c'est l'environnement social. On ne peut pas faire l'économie de ces aspects sociaux, à savoir que, bien entendu, la licence, qui est souvent un sujet premier, est quand même une question qui se pose. Tout le monde n'est pas en mesure de la payer. Comment fait-on quand on est au RSA pour pratiquer un sport? Comment fait-on quand on est dans des quartiers difficiles, etc. Donc, il y a un environnement social dont on ne peut pas faire l'économie. Le terme n'est peut-être pas exact, mais au moins, on doit, dans la démarche d'un club, dans un club au top, si je puis dire, un club qui se veut dynamique, cet aspect social, on ne peut pas l'ignorer. Alors, bien sûr, il ne faut pas que le social devienne une réalité, mais c'est un élément fort. On pratique dans certains quartiers de manière plus facile que si on est au fin fond d'une banlieue. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Il y a aussi cet environnement qu'on pourrait qualifier de réglementaire, mais au sens des contraintes qui nous sont imposées. On le voit bien avec la crise, où les gymnases ne sont pas autorisés, ils ne sont plus 15, puis après c'est 18, puis on a la 8e version, je crois, maintenant, du dispositif. Donc tout ça, on est quand même pas tout à fait neutre dans la démarche. Sur les équipements, il y a ces notions de normes, etc. Donc il nous faut bien entendu, quand on est responsable d'une structure ou d'un club, bien entendu, s'inscrire dans cette démarche. Il y a l'environnement sociétal qui a pris un peu d'ampleur depuis un certain temps, puisque dans ce chapitre, on parle du sport santé, on parle du sport, on parle de la mixité, on parle dans certaines fédérations de la pratique féminine, et notamment des femmes qui assument le foyer toutes seules, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments. Quand j'ai commencé ma carrière de dirigeant, ce n'était pas des préoccupations premières, puis maintenant, c'est devenu un élément. Et je pense que si on s'inscrit dans une démarche d'environnement durable et de respect de l'environnement durable, je le répète, et de la RSE, bien entendu, ce type d'éléments, par définition, puisque nous assumons un service public, sont à prendre en compte. Et pas, alors par contre, à la différence de certains qui en font une vocation, et j'ai quand même quelques doutes sur tout ça, notamment en sport santé, que je connais peut-être un peu mieux, c'est vrai que là, il y a
il y a tout un contexte à prendre en compte, mais l'inscrire dans une démarche beaucoup plus générale que ce qu'on peut comprendre. Il y a l'environnement économique, comme cinquième environnement qui peut poser problème, et je crois que l'argent étant le nerf de la guerre, je pense que l'environnement économique est à prendre en compte. Les problématiques de partenariat, etc., sont particulièrement difficiles, mais peut-être qu'on doit faire évoluer nos clubs sur des modalités ou sur des types de fonctionnement tout à fait différents, en s'ouvrant notamment, on le voit dans certaines disciplines, et il n'y a plus de grands partenaires économiques, mais je parle des clubs. Il y a une foule d'entreprises proches du club, etc., qu'on essaye d'attirer à soi dans le club, de les retenir quand il y a des compétitions dignes de nom, et notamment les interclubs. Et en fait, on s'aperçoit, notamment dans certains sports collectifs, le handball et le basket, que il y a une participation des collectivités, mais que la grande partie de leurs ressources viennent de l'environnement économique autour. Je pense que dans le badminton, c'est un élément qu'on n'a peut-être pas pris en compte suffisamment à ce jour. Et là, il y a une réflexion au sein des clubs. Autant au niveau de la Fédé, c'est beaucoup plus complexe. Autant, me semble-t-il, autour des clubs, il est peut-être plus facile de regrouper un certain nombre d'entreprises dans des concepts de mise en relation, de spectacle par le sport, etc., à retenir, plus qu'on le fait à ce jour en ce qui concerne nos activités propres au badminton. Et puis, il y a un sixième environnement sur lequel j'ai déjà posé 2-3 mots tout à l'heure, mais qui est l'environnement numérique. Je crois que là, il y a une dimension que le club doit mener, dans la mesure où il faut trouver des solutions. Alors là, on va peut-être faire du badminton autour d'une console, ça je le conçois, mais vous voyez, dans certains sports, on s'aperçoit que le e-sport, même les dirigeants ne souhaitent pas être considérés comme un sport de cette fédération. J'ai assisté à une intervention du vice-président qui est un maître de conf à Paris, je ne sais plus laquelle là, et qui, en fait, pour eux, ils veulent être e-sport, mais pas sport, pas être considérés comme sport. C'est ce qu'ils disent parce que, a priori, le CIO n'en veut pas, mais ils proposaient, à titre d'exemple, dans certaines manifestations, notamment quand il y avait des matchs de division nationale d'un certain sport, à la mi-temps, il y avait la mise à disposition de consoles, il y avait, alors je ne suis pas un spécialiste en la matière, il y avait un certain nombre d'animations qui tournaient autour de l'événement sportif, au même titre que l'environnement économique, à savoir le regroupement des entreprises, etc. Il y avait tout un volet environnement numérique qui était développé, où on permettait peut-être aux parents ou les enfants qui ont accompagné leurs parents à la mi-temps, au lieu d'aller au bar, de pouvoir jouer, etc. Donc il y a tout un contexte à prendre en compte, que ce soit l'e-sport ou l'environnement numérique autour des plateformes, etc. Excusez-moi, je viens de commencer. Voilà en fait ce qu'on avait estimé au sein de la prospective, qu'on ne pouvait pas réfléchir, quelle que soit la thématique, et notamment celle des clubs de base, autour de ces six thèmes. Alors bien entendu, je me répète, un club dans un milieu urbain est tout à fait différent d'un club rural. Par exemple, sur la ruralité, si tu remplaçais au pied levé, à l'occasion un jour, le président du comité olympique à Clermont-Ferrand, où il y avait sur le sport et la ruralité, je suis tombé un peu des nues, parce qu'en fait, les problématiques que j'ignorais complètement, par exemple, ils ont suffisamment
suffisamment d'équipements dans le milieu rural. Il y a la volonté politique de faire. Et leur grand souci, à eux, c'est la mobilité. Comment on ramène des gens à 20 km, pas tous les soirs, mais régulièrement, pour pratiquer la discipline, etc. Donc, c'est des sujets qui sont particuliers et je crois qu'il faut bien entendu que nos clubs s'adaptent à la réalité autour de leur environnement. Voilà, ça c'était presque une règle en quelque sorte, que si on devait réfléchir sur nos clubs comme sur le reste des activités fédérales, on ne pouvait pas faire l'économie d'un diagnostic, aussi poussé soit-il, autour de ces 6 environnements. Alors il y en a peut-être d'autres, mais je pense que là, on ne peut pas faire l'économie d'un tour de table sur ces points forts. Voilà. Est-ce que vous avez à ce stade un certain nombre de questions? Je ne sais pas où j'en suis. Ou est-ce que je poursuis? Écoute, il y a une question sur la RSO, c'est-à-dire Oui. si tu pouvais juste préciser, dire en quoi c'est important et à quoi ça correspond. Alors, la RSO est certainement un sujet particulièrement important. Et cet après-midi, en préparant la réunion d'aujourd'hui, je me disais peut-être que les clubs, on pourrait pratiquement travailler avec eux autour de la RSO. Juste un petit point d'histoire, on est parti, alors je ne suis pas un spécialiste, mais j'étais dans l'obligation de travailler ça la semaine dernière, on parlait de développement durable, longtemps. Et le développement durable tourne autour d'une définition relativement simple. Le développement durable, c'est l'équité sociale, la recherche de l'équité sociale, ou du moins c'est de concilier l'équité sociale, de concilier le développement économique et de respecter le développement environnemental. Voilà ce que c'est le développement durable. Et ça, c'est une réflexion qui a été menée dans les années 90. Donc, il y a eu une progression, il y a eu l'agenda 21, il y a eu Rio, vous l'avez vu. Le mouvement sportif, là, on est un peu en tête. Je dis bien en tête et on ne l'exploite pas assez par rapport à d'autres structures. On a été les premiers dans le monde, les premiers pays en ce qui concerne le sport, d'avoir proposé un agenda 21. On a le ministère qui a pas mal avancé, etc. Donc, on est dans ce contexte qui est ce qu'on appelle régulièrement le développement durable, mais qui concerne l'environnement, mais aussi tout ce qui a trait au social. Et quand je disais tout à l'heure qu'il fallait s'occuper du social à l'origine, c'était un peu le cas. Et le troisième point, c'était le développement économique. Là-dessus, c'est greffé de réflexion sur comment on pouvait prendre tout ça dans un concept plus large. Et c'est là, et notamment avec le rapport Nota, qu'on est passé à une thématique, ou du moins un concept qui s'appelle donc la responsabilité sociétale des organisations ou des entreprises quand on est des entreprises. Mais le mouvement sportif est dans la RSO, c'est la même chose pratiquement, où ce qui était le développement durable dont j'ai parlé à l'instant a été pris en compte dans une démarche beaucoup plus large, où on doit s'intéresser, il y a un premier volet qui est l'intérêt général, et c'est là où quand une société s'engage dans cette démarche, elle est censée ne pas faire travailler des gamins, des enfants, elle est chargée de surveiller, comment dirais-je, le bien-être de ses employés, elle est chargée de vous fournir des objets, du moins, ils ont vocation à fournir des objets utiles, etc., etc., etc. Donc, c'est ce qu'ils appellent le respect de l'intérêt général, mais bon, c'est ce qu'on entend un petit peu, le respect des océans, etc., etc. Donc, tout ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième, c'est le sociétal. Pardon, le sociétal,
qui, lui, doit prendre en compte un certain nombre d'aspects. Alors, on peut parler de non-discrimination, on peut parler de conditions de travail favorables, on peut parler de mise à disposition des crèches pour le personnel, etc. C'est toute une démarche où on s'ouvre un petit peu à l'entourage de l'entreprise et à ses réalisations. Et le troisième point, c'est ce que je viens de dire, c'est le développement durable, mais qui comprend, lui, le social, qui comprend l'environnement et qui comprend, bien entendu, le développement économique, parce que c'est quand même le but de la manœuvre n'est pas de réduire la démarche. Donc, je résume de manière simpliste peut-être, mais la RSO, c'est 3 éléments. Respecter l'intérêt général, et dans le sport, on est par définition là-dedans. C'est prendre en compte les orientations sociétales, tout ce qui tourne autour de nous, la mixité, les enfants, les handicapés, la santé, le sport en entreprise, etc. Ce qui est intéressant dans ce positionnement, c'est que souvent, dans certaines fédés, on vous parle de tout et son contraire. Et si on parle dans cette démarche, on arrive par exemple à situer tout ce qui est nos préoccupations dans le sport, quand ça concerne la santé, l'entreprise, etc. Puis après, le volet développement durable, qui est l'économique, mais qui est aussi, bien entendu, tout ce qui touche à la défense de l'environnement. Et donc là, on va au-delà dans notre réflexion, pour faire simple et un peu trivial, on va au-delà du ramassage de gobelets à la fin de la compétition. On est dans une démarche globale de développement de nos activités avec un souci constant de l'intérêt général et en impliquant tout le monde dans cette préoccupation. Et je pense que à la réflexion, on peut poser que nos clubs en 2030 devraient peut-être s'inscrire dans cette démarche ou prendre en compte ces considérations que j'ai développées un peu rapidement, mais là, vous avez les grands principes. C'est un souci constant du comité olympique, ça, parce que là, on est quand même, il faut reconnaître, pas mal. Si vous le souhaitez, les clubs peuvent aller sur le site du comité olympique et s'évaluer. Il y a une plateforme sur laquelle on travaille et où vous pouvez, dans votre démarche, bien entendu, vous positionner. Vous aurez un score, et etc. Et les points qui sont un peu négatifs et ceux qui sont meilleurs. C'est aussi une préoccupation de l'ensemble des fédés, parce que tout le monde a compris qu'il fallait rentrer dans cette démarche pour être respecté, pour être respectable, pour être crédible, etc. Et je pense que nous, au sein de la fédération, cet aspect a été développé. Peut-être qu'il faudrait le formaliser, du moins, en matière de communication, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un sujet important. Et si vous voulez, ça recoupe un concept encore plus général, mais c'est cette notion de bonne gestion. Nous sommes là à gérer au mieux pour que tout le monde puisse participer à la démarche, comment on intègre les gens, etc. Ça peut être un levier de réflexion et de positionnement de nos clubs intéressant. Alors, il faudrait développer la démarche, etc., puisque c'est un peu, on est au balbutiement, mais je pense que ça serait, dans le cadre de nos réflexions sur les clubs, un outil d'analyse important. Et pas plus tard qu'hier, j'étais à une réunion sur l'AFNOR, c'est l'Agence française des normes, et ils sont en train de travailler, et ce qui m'inquiète un peu, sur une norme européenne de la gestion des associations sportives. Le comité olympique y est présent, mais peut-être pas suffisamment présent, et il n'est pas interdit que soit définie une norme en disant, ben voilà, une association sportive devra répondre à un certain nombre de critères. Est-ce que ça va aller plus loin? J'en sais rien. Mais il n'est pas interdit de penser qu'on nous définisse des normes dans la gestion quotidienne de nos associations. C'est à double tranchant. Qu'il y ait des normes et qu'on les respecte, ça me paraît un élément fort pour quelqu'un qui vient s'inscrire dans un club s'il voit une pancarte comme quoi
le club répond à telle norme, etc. Le tout petit souci, c'est que dans les normes européennes, il y a la France, puis il y a les autres pays. Et les conceptions d'associations sportives en Angleterre, en France ou en Allemagne sont un peu différentes. Et c'est un peu à celui qui va poser, qui va, dont la perception sera retenue. Voilà un petit peu, pardon, un petit peu la démarche. Mais c'est un concept que, a priori, on pourrait, et au moins le faire savoir, rentrer dans cette démarche de RSO, à condition de développer, parce que c'est encore un peu souvent au balbutiement, et un label en la matière serait une garantie pour le pratiquant ou licencié qui viendrait. Ça voudrait dire que ça peut aller loin. Quand il y a une séance, il y a quelqu'un qui encadre. Quand il y a un certain nombre d'éléments, de critères qu'on assure, et que la personne qui vient ne sera pas flouée en la démarche. Voilà. Et comment tout licencié peut participer à la vie du club. C'est un sujet très large, mais qui présente beaucoup de potentialités et sur lequel le ministère, bien entendu, travaille, mais qui serait pour nous un gain de crédibilité important. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, mais il me semble. Monsieur Pep peut rajouter quelque chose, peut-être. Oui, c'est ce que je lui écrivais à l'instant. Il est encore là? Non, fait pas, il est là, il faut que... J'arrive, vous savez. La vie de famille, c'est sympathique aussi. Et les créneaux de début de soirée sont aussi ceux du coucher. Moi, quelques éléments par rapport aux aspects visionnaires évoqués par Paul-André. On travaille régulièrement dans différents contextes. Moi, je voudrais appuyer un petit peu quelques points de son intervention. La dimension des espaces est effectivement de plus en plus une dimension centrale. Et on le voit bien dans cette crise. Concrètement, l'accès aux espaces, qui est essentiellement propriété des collectivités territoriales. À partir du moment où les collectivités territoriales ne rappuient pas sur le bouton, et parfois ne rappuient pas sur le bouton, même si les pratiques scolaires ou les pratiques obligatoires doivent quand même se mettre en place. Actuellement, ce n'est pas forcément totalement la Covid qui ferme les gymnases, c'est aussi l'urgence sécuritaire, l'urgence attentat qui ne permet pas, notamment aux scolaires, de sortir les équipements. Mais cette dimension d'espace, on le voit bien sur un certain nombre de nos offres, à la fois d'un côté le Fitminton pour mieux occuper certains espaces, on l'a fait, on l'a vraiment développé dans toutes ces dimensions. On va aller peut-être dans la cour d'école demain, au titre des 30 minutes d'activité physique quotidienne d'un nouveau programme qui sera lancé cette fin de semaine. Comment on peut hybrider des choses autour de la motricité, autour du renforcement musculaire. C'est des choses qu'on a découvertes, des choses que le club a développées dans HomeBad. C'est des choses bien différentes. Alors pour le club, c'est quand même important de connaître ses clients et de connaître ses clients, de savoir qu'ils ne sont pas des clients, parce qu'à partir du moment où on discute et on utilise un peu trop les termes du privé, de prestations, de services, indirectement, on pourrait être aussi requalifié sur le plan fiscal. Donc, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Mais pour rester sur cette dimension des espaces, il est important de connaître la zone de chalandise du club. Oui. Selon l'orientation et l'implantation des créneaux et des lieux du club, entre un club qui a tous ses créneaux dans le même gymnase et un club qui a des créneaux dans plusieurs gymnases de la collectivité, vous n'attirez pas le même public. Il y a une certaine notion de proximité ou potentiellement, un autre exemple, une notion de proximité d'autres zones de chalandise, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des zones commerciales à proximité du gymnase peut permettre à la mère de famille de déposer le jeune
au créneau de l'école de badminton, et pendant cela, de faire ses courses ou de voir les choses de manière différente. Et c'est ce que Paul-André pose en termes de réflexion, pose en termes de réflexion pour nous, mais bien au-delà dans le mouvement sportif, c'est cet aspect de bassin de vie, et ça serait important qu'il revienne notamment sur cette dimension de bassin de vie, qui est celle de l'accès aux services, et donc de l'accès aux services. Ça, on va revenir après. Alors, si on peut poursuivre, moi, par rapport, vous savez, aux six environnements dont je vous ai parlé, j'avais noté, et je pense qu'il me manque beaucoup de choses là, en la matière, certains points de vigilance à avoir. Sur l'environnement réglementaire, nous sommes une association de 1901. Et par définition, cette loi, autant peut être intéressante, mais elle peut avoir ses limites. Donc, on est dans ce cadre, et ça, c'est surtout pour l'économie sociale et solidaire dont on pourra parler. Et la deuxième limite que je vois à cet environnement réglementaire, ou cette condition en quelque sorte, mais qui nous importe, c'est que le club est quand même tributaire des instances fédérales. C'est-à-dire que si on prend une mauvaise décision au niveau national, peut-être qui est en soi intéressante, quand on arrive au bout de la chaîne, cette décision, elle peut être pénalisante pour le club. Et je pense que c'est un souci dans une démarche à savoir comment un club pourrait se positionner en 2030. Je pense que cette condition d'être tributaire des instances fédérales, je pense qu'il faudrait la débattre en quelque sorte. Et c'est là où on a essayé d'introduire dans les statuts ce qu'on appelle la démocratie participative. Alors, ce n'est pas pour faire un contre-pouvoir ou de contester la démocratie représentative, mais la démocratie participative, c'est surtout dans l'implication de l'ensemble des licenciés, c'est un premier point, mais c'est surtout peut-être de limiter des pouvoirs exorbitants du niveau national et qui, sous prétexte d'une bonne décision, et ce qui est parfois un peu ponctuel, peut être une limite. Ça, c'est pour l'environnement réglementaire. Sur l'environnement sociétal, j'ai relevé 4 points, et j'en ai déjà parlé, c'est l'individualisme. Si on vient dans un club où chacun vient pour sa pomme, etc., je ne suis pas sûr que ce soit très attirant en quelque sorte pour les autres. Donc il y a cette notion d'individualisme qui me paraît dans cet environnement sociétal une condition, un élément à prendre en compte. Et comment, par définition, on arrive non pas à combattre l'individualisme, mais au moins à le contenir. Il y a aussi, deuxième point, sur l'environnement sociétal, cette préoccupation du confort personnel. Alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi ça? Moi, pour avoir pratiqué un certain nombre de clubs, j'ai l'impression que certains, quand ils sont dans le club, sont chez eux. Et c'est d'abord eux après les autres. Et ça, c'est quand même un élément qui peut être pernicieux dans l'évolution du club. Il y a un troisième élément, alors peut-être ce qu'il faudrait développer, mais c'est peut-être pas le lieu, mais ce serait intéressant avec vous de développer, c'est ce que j'ai appelé moi un deuxième sport. Est-ce que le badminton est un deuxième sport? Donc ou un sport quand on a le temps, ou quand on est devenu vieux, ou quand on est je sais pas quoi, où on fait pas du badminton en premier, on fait du sport et du badminton. Et ça, je pense que ce concept de deuxième sport me paraît être utile à analyser. C'est peut-être pas une mauvaise chose, mais peut-être faudrait pas qu'on soit qu'un deuxième sport. Donc ça, c'est ce qui me paraît dans l'environnement sociétal un élément. Et je pense à ça quand j'étais président. Ça m'a toujours marqué. Chaque fois qu'un quartier à Strasbourg chauffait et qu'on voulait faire du sport dans le quartier, alors il y avait tous les sports de boxe, puis il y avait nous. On avait l'impression qu'on venait comme pompiers. Et ça, j'ai toujours trouvé très désagréable. Et on était un peu considéré comme un deuxième sport. Et ça, je pense quand même qu'il faudra y réfléchir. Et puis, il y a, me semble-t-il, l'absence parfois dans certains clubs d'une démarche territoriale.
c'est un peu gros comme terme peut-être, mais c'est que on doit avoir le souci de son environnement territorial, et je crois que, et ça c'est actuellement la grosse réflexion du foot, c'est de s'intégrer à son environnement, et notamment alors, du quartier ou de la ville, etc., dans la mesure où cette démarche peut être homogène. Par exemple, pour eux, leur but, c'est de pouvoir réunir comment on appelle ça, le terrain de foot en plein air, là, comment on appelle ça, les équipements nouveaux, là. Et ça peut être aussi le gymnase pour le football en salle. Ça peut être, parce que maintenant ils ont des formules de football à 5, ça peut être la salle privée, etc. Et donc ils ont une démarche territoriale permettant de regrouper un certain nombre de pratiquants autour du football, mais qui n'ont pas la même vocation. Et nous, ça peut être intéressant d'avoir, de porter l'option des démarches territoriales, c'est savoir permettre de faire venir les gens du quartier dans ce club. Sur l'environnement économique, ça c'est un peu plus large en quelque sorte. Il me semble que la notion de ressources, des ressources propres par définition, et le mouvement sportif en général par définition sont limitées, et qu'on est par trop souvent dépendant des subventions. Donc il y a quand même une dichotomie entre les ressources propres du club, qui peuvent être, je sais pas moi, du partenariat, mais aussi le bal ou la soirée, etc., avec cette dépendance au financement public. Donc, en soi, ce n'est pas gênant si on arrive à se débrouiller, mais ça peut être aléatoire. Et donc, c'est vrai que là, il faut avoir dans cet environnement économique, voir comment on peut devenir de plus en plus indépendant, et notamment par le recours à l'ESS, par nos équipements, etc. Nous avons comme limite, et dans la foulée de ce que je viens de dire, ce modèle économique associatif. Je pense qu'il nous faut sortir de ce modèle limité, et notamment par des recours à d'autres moyens. Et l'économie sociale et solidaire, si c'est bien géré, peut être un outil très intéressant et utilisé par tous les clubs. Bon. Sur le partenariat économique, bien entendu, je ne vous apprends rien, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, même pour les grands sports. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être trouver d'autres modes de partenariat économique, et notamment tourner autour du bassin d'emploi ou du bassin d'entreprise autour. Il y a un élément, mais ce n'est pas une critique, c'est peut-être l'absence de la puissance de la marque badminton. Je pense qu'on n'est pas encore suffi. Alors, la communication a fortement travaillé là-dessus, mais je ne suis pas sûr que cette marque badminton soit redescendue à la base, en quelque sorte. Parfois, on est encore obligé de défendre et de préciser ce qu'est notre sport, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas de disciplines comme le tennis, etc. Donc ça, je pense que cette notion de redescendre de la marque badminton auprès des clubs me paraît indispensable et un sujet à travailler. Puis après, il y a cette notion de marketing limité. Alors, le marketing, à l'origine, c'était connaître ses clients et comment on y répondait. Je crois que là, il y a un travail considérable à faire, et je pense que la fédération, notamment en ayant une fonction de veille puissante, de pouvoir aider les clubs, parce qu'il y a des démarches quand même qui ne peuvent pas être menées par un seul club, ça c'est pas possible. Donc il faut quand même qu'il y ait une adéquation entre les besoins des clubs, notamment dans des domaines pointus. C'est plus facile de prévoir le type de compétition, mais si on s'éloigne et qu'on va sur des sujets qui concourent à la pratique en général, etc., on est moins pointu. Par définition, dans le mouvement sportif, c'est partout pareil, mais je crois qu'il nous faut travailler sur un certain nombre, en liaison avec la fédération, pour développer ou donner, je crois que c'est important, une ingénierie au club leur permettant, dans certains domaines où c'est quand même relativement compliqué, leur donner des outils de pouvoir se développer. Sur l'environnement numérique, j'en ai parlé tout à l'heure, il me semble qu'il y a une absence de plateforme numérique proprement dite. Je pense que ça doit aller
ça doit aller de l'inscription au tournoi, mais peut-être chercher un partenaire, mais ça c'est relativement simple. Mais après, aller plus loin encore dans la démarche, les licences, que la personne, que ce soit un véritable outil de gestion et d'intégration. Alors bien sûr, ça peut aller très loin dans la démarche, mais je pense qu'il y a des parts de marché à gagner, puisqu'il y a des gens qui sont quand même que numériques maintenant, et peut-être que dans le club, ça me paraît être utile de pouvoir développer ces notions. Et là, je pense qu'autour, dans la salle aujourd'hui, il y a certainement des gens qui sont plus à même que moi d'en parler. Il y a un élément qui a une vraie préoccupation des fédés, même si elle n'est pas affirmée, mais dans certaines fédérations pointues, la communication interne est un vrai souci. C'est un vrai souci parce que tout le monde prétend qu'il peut être au courant, etc. Mais c'est un travail constant, etc. Et même au sein d'un club, il me semble que la communication interne est fondamentale, parce que la personne qui arrive là, qui fait son heure de pratique, et puis qui repart après l'entraînement, etc., je pense que cette communication interne doit être développée. Elle ne doit pas se limiter qu'à des informations, elle doit s'impliquer dans une démarche beaucoup plus large et qui pourrait se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler le club. C'est au-delà du sport, en quelque sorte. Et puis, il semble là aussi qu'il faut faciliter la démarche et notamment permettre à travers ce numérique, alors c'est que des idées que j'ai, qui sont à débattre et qui ne sont peut-être pas insuffisantes, notamment dans un club, il me semble que le numérique doit être l'outil permettant à ceux qui pratiquent pas du tout et en compétition de pouvoir être en contact avec ceux qui le sont, que les vétérans ne constituent pas une caste privilégiée dans le club, etc. Et je pense que ça peut être un outil de rapprochement intéressant et à développer au sein d'un club. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus passionnés que moi et beaucoup plus compétents en la matière pour développer. Je pense que ça doit être un outil de rapprochement essentiellement au sein du club. Sur l'environnement sportif, et comme M. Limousin est là, la question est de savoir l'adéquation entre la taille du club et les possibilités du club. Si on est trop nombreux, etc., est-ce qu'on est à même de proposer des services pas à la carte, mais compétents, mais on sait par ailleurs que plus on est nombreux, plus on a des ressources propres et plus on peut développer des actions. Donc c'est un vrai débat. Quelle est la taille adéquate en la matière? Et là, je pense qu'il faudrait peut-être que le club se positionne en fonction de ses équipements, bien entendu, mais également sur l'environnement qui est le sien, localement, etc. Donc, en milieu rural, on peut concevoir de grands clubs, mais les gens ne se verront pas, etc. Je pense qu'on doit pouvoir réfléchir en fonction du lieu de résidence des clubs sur ce que peut être une taille adéquate. Le grand problème, le deuxième, et celui-là, il est rédhibitoire, et c'est un vrai souci, mais que toutes les fédés ont, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de nos installations. Je pense que pour se développer, c'est relativement compliqué. Et donc, cette taille des installations et surtout cette propriété des installations, ou cette mise à disposition des installations est quelque chose d'important. Et la commission équipement au sein de la Fédé qui a proposé un certain nombre de choses, mais c'est vrai que, alors dans 50 ans, on sera peut-être là, mais il faut absolument qu'on puisse être propriétaire, entre guillemets, de nos installations, ou tout au moins de la mise à disposition. Ça me paraît fondamental et je pense que ça peut se faire. Je crois que Patrice Lannoy, je crois qu'il est présent dans la salle, me parlait hier de la création de sa salle à Chambly, et comme quoi on peut se trouver dans une démarche en partenariat ou en co-construction, c'est ce que je disais, avec les collectivités territoriales pour entrer dans cette démarche. Mais il y a des solutions, des propositions, et on pourra en reparler par la suite. Bon, après, il y a l'histoire des créneaux. Non, vous savez mieux que moi.
Puis après, il y a ces fameux passerelles de l'éducation nationale dont M. Pep va nous rappeler, mais c'est un véritable drame du mouvement sportif que nous n'arrivions pas à créer de véritables passerelles avec l'éducation nationale parce qu'on est dans l'urgence, on fait ça au mois de juin pour le mois de septembre, etc. Et ça me paraît pas suffisamment crédible en la matière. Et je crois que ces notions de passerelle, je pense que le badminton a été précurseur en la matière. Pour les plus anciens, ils se rappellent qu'on avait une convention de licence avec l'UNSS, c'était le premier d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut revoir ça parce qu'on rentre là dans une préoccupation sociétale, mais également pour nous un sujet de développement. Et je ne suis pas sûr que l'UNSS ne soit opposé à cette démarche avec Pep et Jean-Marc Serfati. Ben on est membre du conseil d'administration de l'UNSS, moitié du CNOSF, et ils sont demandeurs, mais peut-être que, et c'est toujours le sentiment que j'ai eu, mais ça ne sortira pas de la salle, si je puis dire, on n'a peut-être pas été en mesure de répondre, même si on est parmi les meilleurs à la matière, même les meilleurs. Donc là, il y a peut-être une préoccupation pour le club de base de voir comment on peut faire. Alors, moi j'ai l'exemple dans une autre discipline un peu plus vieillotte, etc. Mais si on envoie des mecs qui ont plus de 60 ans qui pensent un peu trop au Ricard pour faire pratiquer la pétanque dans l'école communale, c'est un peu gênant. Mais nous, on a quand même la chance d'être dans une discipline porteuse et ils sont en attente. Et c'est vrai que là, il me semble utile de développer la chose. Et puis, il y a ça vous savez mieux que moi, il y a peut-être des compétitions qui sont peu adaptées globalement à la pratique dans les clubs et au développement par définition des clubs. Et après, un dernier point, mais il est relativement simple, c'est l'environnement social. Il y a ce que j'appelle les inégalités sociales, j'en ai parlé, hein. Tout le monde n'a pas la possibilité de payer une licence. Par contre, c'est un peu compliqué. J'avais souhaité, moi, quand j'étais président de la Fédé, mettre en place une licence en fonction des ménages, des familles, parce qu'en fait, le vrai souci, il est là. C'est très compliqué. Et puis après, tout le monde avait deux ou trois femmes. Et ça, c'est un peu, ou trois maris. C'est un peu gênant parce que c'est difficile de pouvoir, au niveau de la Fédé, gérer ce type de licence et de ce démarche. Et je pense que les clubs pourraient plus facilement, dans le cadre des affiliations, hein, parce qu'ils connaissent leurs membres en quelque sorte, rentrer dans cette démarche pour avoir des cotisations à la carte en quelque sorte. Et puisqu'on parle beaucoup de plan de relance, je ne sais pas trop ce que ça veut dire un peu partout, ça pourrait être par exemple une action que pourrait mener la fédération pour aider les clubs qui encouragent ou qui rentrent dans cette démarche d'accompagnement sur les aspects sociaux. Il y a les inégalités territoriales, ça j'en ai dit, il est quand même plus difficile de pratiquer certaines disciplines dans certains quartiers que d'autres. Et il est plus difficile parfois pour une dame d'aller au fin fond d'une banlieue pour pratiquer et sortir à 11h du soir. Ça, c'est un vrai problème, mais bon, on n'est peut-être pas là pour le résoudre, mais il est possible que les clubs, il y en a quelques-uns qui mènent des actions en la matière. Et il y a aussi la mixité potentielle. Je pense que c'est un souci important. Chacun doit rester à sa place, mais in fine, tout le monde doit être porteur du même club. Donc voilà quelques réflexions qu'on avait là-dessus, qu'on pourrait vous communiquer, bien entendu, sur ce qui nous semblait, dans le cadre d'un club, à travers les 6 environnements qu'on avait positionnés, être des réflexions éventuelles à mener pour un club. Est-ce que vous avez des questions à ce? Alors, Polo, donc on arrive, si tu veux bien, un petit peu au terme de cette première séance et après avoir longuement écouté, on va dire, les questions maintenant se sont accumulées dans le chat. Et donc, voilà, je les ai notées et voilà, je t'invite à y répondre. Pep, n'hésite pas non plus à compléter dans l'ordre d'arrivée.
Donc, la première question, c'est de Brigitte Philippe qui nous dit: le bénévolat et l'individualisme, comment concilier ces éléments? Avoir plus de salariés? Point d'interrogation. Je ne suis pas sûr que ce soit que je puisse avoir la solution. Elle est redoutable cette question. Et c'est vrai que entre le bénévole qu'on n'a jamais réussi à valoriser au niveau du comité olympique, alors on nous a parlé de carnet où on mettait un tampon, etc. Et on n'a jamais réussi à avoir une démarche de valorisation du bénévole. Alors peut-être qu'au badminton, avec peut-être deux ou trois mesures, tout ça, on pourrait les valoriser. Ça, c'est un travail important. Et au sein du club, c'est vrai. Mais alors, il semblerait quand même que quand on discute avec les gens qui travaillent sur cette problématique, au comité olympique, il y a une commission sur le bénévolat, mais ils souffrent parce que c'est compliqué. La question qui est posée, elle est redoutable. Il semblerait, ce que je dis, c'est que le bénévole sur 2-3 jours, on le trouve. Mais le bénévole sur une longue échéance, c'est un peu plus rare. Ça, c'est un fait. Et puis après, quand dans un club vient quelqu'un qui est là juste pour sa pomme, c'est comment on peut lui permettre de rentrer dans la démarche. Dans certaines disciplines que je connais, on les fout dehors, les individualistes, parce qu'on estime que on leur a donné une chance de pouvoir rentrer dans la démarche. Alors, on ne demande pas à tout le monde de bailler la cour, mais au moins d'avoir l'esprit club, etc. Mais moi, personnellement, j'ai difficilement de réponse en la matière, mais ça peut être un sujet au sein du badminton, parce qu'on est quand même, nous, un sport, comment dirais-je, appréhendable. Hein. Je ne suis ni un technicien, ni un spécialiste de la matière, mais il semblerait aussi, dans l'individualisme, etc., et par rapport aux autres, qu'un certain nombre de personnes ont honte de monter sur le terrain. Et on permet en quelque sorte à des individualistes de prendre le terrain et de prendre l'espace et d'en profiter. Et je pense que, tant je n'étais pas convaincu sur cette notion, mais il me semble quand même que cette histoire de honte de monter sur le terrain, même si le terme est un peu fort, est un élément important à prendre dans le club. Et je pense que l'individualisme, qui est à l'opposé un peu de la honte en quelque sorte, pourrait peut-être réduire sa portée. Mais bon, c'est une question que je note, mais qui est quand même redoutable et qu'on se pose depuis longtemps. Voilà. Toujours le même intervenant ou la même intervenante, c'est: la Covid va exercer peut-être l'esprit français visant à contourner les règles. La fédération nous impose de plus en plus de règles. N'y aurait-il pas une tendance à laisser les clubs définir leurs règles? Alors, je ne sais pas de quelles règles on parle, mais effectivement, est-ce qu'on arrivera quelque part à énoncer des directives qui soient plutôt propres à chaque club et se détacher de ce modèle un peu fédéral qui impose un certain nombre de choses? C'est une question importante aussi, celle-ci. Il est vrai que, et on a travaillé, M. Limousin pourra en parler, on a essayé de définir, grâce à Cyril Gombrowicz, on a essayé de réfléchir à ce que pourraient être les missions des différentes instances. Et la notion de proximité, en fait, c'est ce que vous dites, la notion de proximité apparaît fondamentale. Et dans le refus de la Covid et des contraintes qui sont proposées, etc., on s'aperçoit qu'il y a de l'individualisme, certes, mais il y a surtout, et quand vous prenez encore aujourd'hui des déclarations, il y a surtout cette notion de proximité qui a été balayée un peu de la démarche. On est devenu très jacobin en quelque sorte. Et je pense que
cette proximité qui a été donnée aux comités départementaux et qui devrait être valorisée, il y a un certain nombre d'actions qui devraient être menées, je pense qu'on doit pouvoir trouver un mixte entre la proximité et le niveau fédéral, et qui devrait nous permettre de pouvoir trouver un modus vivendi. En Allemagne, quand vous prenez ce que sont les Länder, je l'ai souvent dit, les Länder ne sont pas indépendants, contrairement à ce qu'on dit. Mais ils prennent ce que le niveau national leur laisse. Eh ben, dans cet espace qu'on leur laisse, ben, c'est tous ces aspects de proximité, de réglementation dont vous parlez, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on puisse, au sein du mouvement sportif, arriver à bien distinguer cette proximité et l'obligation au niveau national, parce qu'on a une délégation comment dirais-je, de faciliter cette proximité. Et ça, je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Et notamment par la démocratie participative, qui peut être un outil. Alors, bien sûr, on est au début de cette activité, mais de cet apport, en quelque sorte. Mais je pense qu'on doit pouvoir y parvenir, mais c'est un long travail. Alors, question suivante, tu parlais de l'AFNOR et des réflexions en cours concernant les normes, et notamment des normes concernant les associations. Est-ce que ça pourrait être une chance par rapport à la problématique des clubs non affiliés? Ah oui, ça, j'ai pas pensé, mais ça pourrait l'être, oui. Ça, j'ai pas pensé du tout, mais alors, ils sont au début de leurs travaux, mais ça peut être, oui, je note celle-là. Ah, d'accord, ok. J'en parlerai, tiens. Non, Bah, non, j'ai pas pensé du tout, mais ça peut être un argument valorisant les clubs licenciés. Et je vais en faire part d'ailleurs rapidement. D'accord. Tu pourras dire que ça vient de moi. Donc. Oui, voilà. Je n'ai pas pensé du tout à celle-là. Voilà. Laurent Garnier nous demande comment motiver les dirigeants à se former. Tu parlais de l'importance, mais cette importance, ça peut être important ou c'est important, enfin c'est mon point de vue, mais par contre, il faut trouver les bons leviers pour que les dirigeants se sentent motivés pour passer par de la formation. Et comment? Si tu avais déjà mené mené des réflexions sur ce sujet-là. Non, moi, c'est un sujet que je ne connais pas trop, mais moi, je trouve, alors, ça a toujours été insupportable. Dès qu'on parle de formation pour les dirigeants, c'est comment on va tenir la comptabilité, comment on va faire ci, comment on va rédiger un PV, etc. Et je pense que ça, on peut le faire, on peut le trouver partout. Mais je pense que ce qui serait absolument intéressant, ça serait d'avoir des formations, j'allais dire, sur des activités complètement externes au mouvement sportif. Pour en dire plus, avoir des réflexions sur, par exemple, sur les sciences de l'éducation, notamment pour les entraîneurs, pour, par exemple, s'ouvrir à des formations pointues sur la psychologie comportementale, mais des groupes, etc. Je pense qu'il faut avoir des sujets porteurs et non pas se contenter à des trucs qu'on retrouve un peu partout parce que ça rapporte un peu, si je puis dire, et on ne se fatigue pas trop la matière. Je pense qu'il faut trouver des sujets de formation beaucoup plus porteurs et pour nous en général. Faire une formation de 4-5 heures sur le lobbying me paraît, pour tout président, être important. C'est-à-dire quand il discute avec son maire ou son adjoint au maire, il puisse présenter un certain nombre d'arguments et savoir les présenter. C'est un peu plus cette formation au sens d'ingénierie qui me paraît indispensable et où on en manque, mais tout le monde dans la vie manque là-dessus. Et pas nous sortir des vieux bateaux, machin, là, qu'on retrouve partout. Une formation à Excel pour un dirigeant, s'il veut, on le trouve partout. Trouver comment aborder son maire, etc., on n'en trouve pas partout. Ça me paraît. C'est plutôt dans cette formation, donner un bagage aux gens pour pouvoir défendre leurs intérêts
et ceux de son club. Mais bon, il y aurait à débattre. Voilà. Ok. Une question de Jean-Emmanuel. Motivé par du parrainage pour mieux passer la main. Est-ce que tu pourrais peut-être développer cela? Alors ça, je ne sais pas si je comprends parfaitement la question. Je pense que c'est un sujet. Alors, il y a, bon, il semble, hein, je me trompe peut-être, mais pour certains, ils ont un tel attachement à leur fonction, à leur club, que c'est particulièrement difficile de partir. Et on le voit pour les présidents de fédération, on le voit pour les anciens dirigeants, etc. Et je pense que la reconnaissance, et ça touche la question du bénévole, il faudrait trouver au sein de la fédération un certain nombre de moyens ou d'éléments permettant de les maintenir dans le mouvement, même s'ils n'ont plus de responsabilité. C'est vrai que je l'ai expérimenté, c'est parfois frustrant de plus pouvoir donner son avis, etc. Il faudrait trouver un système à l'africaine où il y a un conseil des sages, etc. Ça semblerait intéressant parce que du jour au lendemain, vous pouvez être coupé et le nouveau qui arrive, il n'a pas toutes les clés. C'est vrai qu'un tuilage, et notamment de garder les gens dans cette histoire, bien dans cette histoire de notre sport, c'est à creuser. Et ça me paraît indispensable. Parce que quand vous êtes président de Fédé, par exemple, Jean-Luc Rouget, qui a fait 4 mandats au judo, quand il a été battu il y a 15 jours le dimanche soir, même si la fédération de judo a remporté 6 titres de champion du monde d'Europe le même jour, il a dû le lundi matin ranger ses affaires et partir. Et ça, je trouve que on est une grande famille en fait. Hein, et dans Hochkamba, on ne se connaît pas parce qu'on est trop nombreux, mais il faudrait trouver une dynamique de reconnaissance digne de ce nom des dirigeants qui ont exercé. Alors peut-être que tout à l'heure, quand on parlait de proximité, je pense que, mais j'en parlerai la prochaine fois, cette notion de réseau que nous ne sommes pas capables de créer pour l'instant parce que ce n'était pas une priorité, il me semble sur un territoire, sur un domaine d'activité, sur un territoire de vie, me semble être important et je pense que ces notions pourraient être développées à ce niveau-là. Je reprendrai la notion de territoire de vie et de réseau la semaine prochaine. Ok. Paul-André, plusieurs questions encore. Si on pouvait juste, des réponses concises pour qu'on ne déborde pas trop du format. Patrick qui nous dit, ça fait des années qu'on parle des clubs non affiliés. Est-ce que toi, dans ta vision de 2030, est-ce que c'est toujours un format qui te semblera exister, c'est-à-dire d'un côté des clubs, donc affiliés à une fédération, de l'autre côté des clubs qui fonctionnent un petit peu en autonomie, sans affiliation? Il y en aura toujours parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui essaieront d'être à la marge. Ce qui me semble important, et c'est ce que je viens de dire à l'instant, que si on arrive à constituer des réseaux de clubs qui ne sont pas en concurrence, bien entendu qu'en concurrence sportive sur le terrain, c'est normal, mais qui sont en symbiose, etc., et que nous sommes, par ce réseau, capables d'apporter des outils, de développer la convivialité, etc., tôt ou tard, les gens qui sont dedans, on arrivera à les faire venir. Parce que les 3/4 ne savent même pas qu'ils ne sont pas affiliés, etc. Et je pense que c'est en se montrant meilleur, en proposant de nouvelles choses qui ne sont pas encore expérimentées. Et ces notions de réseau, je pense qu'on peut les faire rentrer dans la démarche. Et pour compléter ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quand même une difficulté quand on n'est pas propriétaire de ces installations. Hein. C'est un peu ça. Et puisque on va dire la puissance publique, que ce soit la commune, la région ou le conseil départemental, il regarde sur ses sous. Et donc, chaque mètre carré est compté. Oui. Donc, l'espace de convivialité, c'est des mètres carrés de trop. Oui.
Alors, par contre, il y a quelque chose qu'il faudrait exploiter et qui va arriver, c'est les histoires de conférences régionales de santé. Là. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est la poursuite de l'Agence nationale du sport. Et je pense que là, comme il y aura a priori des relations plus étroites du mouvement sportif avec les collectivités territoriales, je pense que la première des priorités à poser, ça sera de parler de ces gens qui profitent du système sans adhérer. Ça me paraît être un tremplin. Paul-André, est-ce que justement sur ce point-là, parce que ça c'est pas 2030, c'est 2021, hein, on est d'accord? En septembre 2021. Voilà. Est-ce que la prochaine fois, est-ce qu'on pourrait avoir un petit point là-dessus? Parce que je pense que ça, c'est on va dire, le sport du futur, c'est-à-dire ce mode de gestion du sport qui va complètement changer. Et ça va être un schéma qui va se mettre en place et qui va monter en puissance et qui ne va pas s'arrêter dans 4 ans. Quoi. Alors ça, c'est un point fondamental. Et donc, voilà, pas développer maintenant, mais peut-être prendre un temps la prochaine fois pour justement illustrer ou évoquer les pistes, parce que je pense que pour tous les présidents de clubs et bien sûr les gens qui sont responsables de structures départementales et régionales, il est important, indispensable de comprendre les enjeux là, parce que là, il y a les enjeux de demain, clairement. Donc, puis, on peut même dire si on est mal défendu, ben, on va être broyé dans la masse parce qu'on dira vous ne demandez rien. C'est un enjeu de taille, plus que d'un taille. Voilà. Ok, donc la prochaine fois, on fera un focus un petit peu sur ce point-là. Donc, à quand du badminton sur l'équipe 21, en top 12 par exemple? Le top 12 sur la chaîne de l'équipe 21, est-ce que ça te semble un schéma aujourd'hui ou un scénario qui te semble intéressant, enfin possible, pas intéressant, mais possible? Oui, là-dessus, alors moi, je ne suis plus aux affaires à la Fédé, hein. Je suis là de manière tout à fait neutre, hein, là des éléments. Il me semble qu'il y a un certain nombre de pistes à creuser parce que on connaît un petit peu le milieu, visiblement, ils sont en recherche d'événements, et notamment des événements suivis. Et je pense que nous, si on arrive à embellir nos compétitions, et quand je parlais au début de clubs d'entreprise autour du club, etc., moi je pense que là, il y a un enjeu de taille. Alors, l'équipe 21, peut-être, ils ont bien pris la pétanque et ça marche à faire. Par contre, il y a aussi un outil, et pour l'instant, je ne sais pas sur la communication où ils en sont, il y a la chaîne du sport, là, comme ça s'appelle, TV Sport en France, là, qui est largement, financé, mais comment? Oui, financé aussi par le comité olympique. Et je pense que là, il y a un créneau au niveau du volleyball, parce qu'ils étaient absolument rediffusés, etc. Donc, je pense si notre compétition est attrayante et rythmée et suivie dans les délais, s'il y a un match au mois de novembre et l'autre une rencontre au mois de mai, ce n'est pas ce qui les intéresse. Eux, c'est de pouvoir avoir une continuité. Mais il y a des possibilités en la matière, ça c'est vrai. Mais bon, c'est pas à moi de le faire, mais je crois qu'on peut y penser. D'accord, ok. Après, c'est pas une question de diffusion de l'image, parce que de regarder la pétanque, je parle de la pétanque, mais c'est le deuxième, c'est passionnant. Ils sont en équipe 21 toute la journée. C'est le deuxième sport le plus diffusé en France maintenant, et ils perdent régulièrement des licences. Je veux dire, il n'y a aucune adéquation entre le développement de la pratique et le nombre de licenciés. Par contre, pour le basket ou le handball qui passe là-bas, c'est la reconnaissance des partenaires du club qui est en jeu. Et ça, c'est un souci à avoir. On poursuit. Alternative de Jean-Emmanuel, alternative au modèle économique associatif. À partir de combien de membres? Fusion avec les autres sports? Donc, il y a plusieurs questions dans la question, quoi. Alors, peut-être cet aspect-là, je développerai la prochaine fois.
Mais je pense qu'il y a une option très très importante qui est très peu utilisée par le mouvement sportif parce que on est un peu noyauté par un discours, etc. C'est les ressources, l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que le modèle économique tel que je le conçois, et j'ai travaillé un petit peu là-dessus, il faut garder cette notion associative parce que ça nous permet un certain nombre d'avantages, mais on peut créer dans tout club un domaine qui relève de l'économie sociale et solidaire sans perdre notre statut associatif. Ce que propose un ancien président de Fédé, pour lequel je ne suis pas du tout d'accord, et personne n'est d'accord d'ailleurs. Lui, il veut qu'on se transforme carrément en SCI, etc. Là. Et ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Par contre, avec l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas très peu utilisée par le mouvement sportif, il y a des pistes à creuser, et notamment pour modifier notre système économique des clubs. Et je pense qu'il y a des opportunités importantes. Par exemple, si vous mettez à disposition vos cadres techniques, etc., vous pouvez faire payer une prestation, etc., à la personne qui l'utilise. Et donc là, c'est en adéquation un peu avec les équipements, mais il y a une véritable réflexion à mener pour pouvoir développer cet aspect, tout en gardant les avantages du monde associatif, parce que si on les perd, après on rentre dans un véritable système concurrentiel et là on peut avoir des ennuis. Ok, je poursuis. Là, j'ai encore quelques questions. Le numérique, tu parlais du numérique, réflexion de Alain Blot qui dit que pour lui, le numérique, ce n'est pas un enjeu de 2020, c'est un enjeu de 2020. Ah ouais, non, mais oui, je partage le sentiment. Hein, mais moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais visiblement, il faut arriver à développer les services auprès du licencié, auprès du club, à travers ce dispositif. Mais comment, j'en sais fichtrement rien. D'accord. Là, on revient toujours sur la formation des dirigeants. Aubert nous dit, est-ce que la formation des dirigeants, selon toi, doit s'adresser uniquement au président ou aux autres membres du comité? Non. Dirigeant, ça pose la question en fait. Hein. Non, quand je dis dirigeant, c'est l'ensemble des dirigeants du club et avec ce que j'ai dit tout à l'heure, des modules de formation appropriés et qui correspondent à leurs attentes. Hein. C'est ça que je voulais dire. Hein. C'est pas... il faut insister, j'en ai parlé souvent avec M. le DTN, moi il me semble que les dirigeants doivent être compétents, d'une part pour développer leur club, et également pour pouvoir lutter contre les autres. Hein. Il faut appeler un chat un chat. On est quand même dans le sport, dans un domaine concurrentiel. Si on vient en découvrant les problématiques et les problèmes comme ça du jour au lendemain, non, je pense que c'est l'ensemble des dirigeants du club. D'accord. Alors, j'ai des questions qui sont encore dans le chat, qui sont arrivées entre-temps. Comment créer des passerelles, de Aubert toujours, comment créer des passerelles entre les écoles et un club? Donc, tu parlais des conventions, hein, UCEP, UNSS. Est-ce qu'un club a le moyen de quelque part de proposer ses services et de rentrer dans le club? Est-ce que là, il existe des passerelles qui pourraient être facilitées sans qu'il y ait peut-être à l'échelon national une convention qui existe? Voilà. Là, il y a M. Pep qui répondra mieux que moi puisqu'il écrit les circulaires là-dessus. Je voulais juste rappeler qu'à l'origine, il y a une vingtaine d'années, 30 ans, on avait créé une licence mixte qui était toute simple. On était les seuls à l'avoir fait et après on a essayé de nous copier et l'UNSS a eu un peu peur. Si vous preniez un gamin, prenez une licence à l'UNSS, il était automatiquement licencié à la Fédération de badminton. S'il prenait la licence à la Fédération de badminton, il était automatiquement licencié à l'UNSS. Bon, pour nous, ça avait été un coût à l'époque parce qu'on était peu nombreux et ça représentait une perte sèche financière. Là où la difficulté était majeure, c'est qu'on n'a pas pu développer, après le deuxième volet de cette démarche, la passerelle amenant les enfants, en quelque sorte, dans les clubs. Et ça, c'est un élément fort.
Par contre, M. Pep va pouvoir développer la chose sur l'UNSS. Oui, quelques éléments. Déjà, ça s'inscrit effectivement dans une convention nationale entre les deux ministères, Éducation nationale et sport, la fédération sportive et les deux fédérations scolaires. Enfin, il faudrait dire les trois fédérations scolaires, hein, puisqu'il y a à la fois l'UCEP pour le premier degré public, l'UNSS pour le second degré public et l'UXEL qui touche à la fois le premier et le second degré d'enseignement privé. Donc il y a un schéma de convention nationale quintipartite et de convention bilatérale entre les fédérations scolaires et la fédération délégataire. La mise en place, également de commissions mixtes nationales. Donc on a une commission mixte nationale en USS, des échanges qui permettent à la fois de promouvoir la pratique et à la fois d'organiser aussi les compétitions concernant le scolaire. Et dans certains territoires, cette offre de compétition scolaire allait plus loin sur l'accès à la pratique dans les clubs. Alors, le comité olympique a mis en place un dispositif passerelle. Alors sur l'effectif des CM1, CM2 et 6e, avec l'appui essentiellement de l'UCEP et de l'UXEL, le fameux cycle 3, pour permettre d'aller vers la découverte. Il y a une discussion dans le plan de relance autour d'un pass sport qui devrait se mettre en place pour 2 millions de jeunes, enfin pour un budget de 100 millions. Donc, a priori, le public cible sera les jeunes pour participer à cette relance sportive et à la prise de licence. Dans certains territoires, c'est l'Agence nationale des chèques vacances, avec le titre Coupon Sport, qui peut être mobilisé à la fois par des entreprises, des collectivités territoriales et d'autres acteurs privés, qui peut permettre d'aider à la prise de licence. Et plus largement, dans le cadre des Jeux Olympiques, il y a un label, c'est un peu mon quotidien, donc il y a un label qui s'appelle Génération 2024, qui est posé sur 4 axes. Donc, le premier axe est la relation entre le club et l'école. Le deuxième axe, c'est un certain nombre d'événements promotionnels autour de la Journée nationale du sport scolaire, qui se déroule globalement dans l'événement Santé du sport du comité olympique. Donc la dernière semaine de septembre. Le prochain événement, c'est la semaine olympique et paralympique, première semaine de février, puis la journée olympique autour du 23 juin. Ça, c'est le deuxième. Les axes sont ceux notamment orientés vers le premier degré. Et les deux autres axes de ce label concernent l'ouverture des équipements sportifs pour les clubs. Vous avez un certain nombre d'équipements sportifs scolaires qui demandent l'ouverture et qui demandent parfois quelques travaux d'ouverture pour sécuriser le gymnase, pour qu'il y ait une porte indépendante permettant aux clubs sportifs d'y accéder. Et là, l'ANS, l'Agence nationale du sport, vient d'ouvrir quelques crédits sur cet axe pour qu'il y ait un usage le plus important possible, l'efficience d'usage des équipements sportifs qui sont effectivement très souvent pas assez nombreux ou vieillissants. Il y a un certain nombre de réflexions qui sont portées, y compris dans le plan de relance au titre de la dimension qui a été évoquée tout à l'heure, la dimension de rénovation énergétique et thermique pour éviter un certain nombre de dépenses et flux. Et ça nous amène d'ailleurs, mais je ne sais pas si Patrick est toujours là, il y a les aspects qui sont liés à la construction d'un équipement, la gestion du foncier, enfin, Paul-André connaît ça parfaitement, la négociation potentielle d'un bail amphithéotique avec la collectivité territoriale, mais il y a aussi les notions d'animation de l'équipement. Alors, quand vous êtes propriétaire, vous payez un ensemble de fluides. Les collectivités territoriales aujourd'hui ne les valorisent pas forcément. L'eau, la lumière, le chauffage, mais ça représente quand même des coûts importants. Mais même si les collectivités prennent en compte
s'écoule de plus en plus. Et là, on est en soirée sur l'Alsace où j'ai passé trois belles années. La lecture de l'autre côté de la frontière et une place plus forte au club, une capacité de se mettre en situation de gestion de ces espaces. Pour exemple, la collectivité territoriale de Paris a ouvert ses clubs de manière beaucoup plus large, terminant même à plus de minuit, mais responsabilisant les clubs dans la gestion et dans l'animation de l'espace. Donc il y a aussi de nouveaux modèles de gestion et d'occupation des espaces. Okay. Et juste deux petits mots pour rejoindre le sujet avant. Cette démarche peut rentrer parfaitement dans l'économie sociale et solidaire. On peut très bien envisager un jour de vendre nos prestations auprès de l'école, auprès des maisons de retraite, etc. Donc, quand je parlais de l'économie sociale et solidaire, c'est le lien entre tout ça. Voilà. Ben, ça va être le mot de la fin. Donc, voilà, merci Paul-André, merci Pierre-Emmanuel pour cette soirée. Merci aux participants. Paul-André a été très bon. Alors, je n'ai pas trop coupé, Thierry. Hein. Paul-André a été très bon. Je vais juste donner un peu de lecture pour la semaine prochaine. Voilà. Ceux qui veulent avoir des liens vers les thèmes qui ont été abordés, Pierre-Emmanuel nous a fait un PDF là qui est disponible dans le chat que vous pouvez télécharger. Donc, il y a des liens pour approfondir des réflexions de sujets qui ont été abordés. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et pour tout le monde, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. Paul-André, tu veux rajouter? La semaine prochaine, on développera un petit peu ce que j'ai dit, les fondamentaux du club, à savoir donc les valeurs, l'objet du club, l'approche territoriale, etc. Et également, ce que j'ai dit, des vecteurs qui semblent être porteurs pour un club même de base. Quand je dis de base, c'est un club qui n'a pas des velléités importantes. Alors, juste une toute petite précision aussi, parce qu'on m'a posé la question. Je réponds à je ne sais pas qui. Je ne soutiens aucune liste, moi. Hein. Je suis tout à fait neutre. Et je suis là parce que, par amitié, puisque Thierry et son club m'ont demandé si je voulais participer, et c'est pour ça que je participe. Donc, je n'ai aucune vocation à soutenir quiconque et compagnie en la matière. Puisque, voilà, comme je suis président de la commission de déontologie, ça serait quand même, on n'est pas encore en Amérique du Sud. Voilà, c'était précis. Et en tant que délégué individuel, j'attends la réponse, notamment des trois listes, à une quinzaine de questions qui rejoignent d'ailleurs nos sujets de prospective que nous avons ébauchés ce soir. Et moi, je ne suis pas délégué non plus. Hein. Voilà, écoutez, merci à tous. On va clore et puis, si vous le souhaitez, vous serez les bienvenus la semaine prochaine.